Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal du week-end. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Beijing met en garde Séoul contre la stratégie indo-pacifique menée par les États-Unis. Wang Yi s'est entretenu avec son homologue coréen cette semaine. Les législateurs chinois adoptent une série de nouvelles lois. Selon eux, elles visent à réduire les charges fiscales pour la population. Les efforts de conservation du fleuve Yangtze portent leurs fruits. La qualité de l'eau s'est grandement améliorée selon le ministre de l'écologie chinois Huang Hongui. Le concours Pont vers le chinois arrive, organisé par l'ambassade de Chine en France. Il aura lieu en ligne sur Zoom le samedi 26 juin 2021. Des vestiges d'un castel de la Grande Muraille découvert dans le nord-ouest de la Chine. Selon l'Institut d'archéologie de la province, il daterait de la dynastie des Ming. Et on commence ce journal avec un appel téléphonique entre Wang Yi et Kang Kyung-hwa. Le ministre des Affaires étrangères de la Chine et son homologue coréen ont discuté des relations compliquées avec les États-Unis et la Corée du Nord. Toutefois, Beijing a promis de soutenir les efforts visant à améliorer les relations entre Séoul et Pyongyang. Beijing a exhorté la Corée du Sud à s'éloigner de la stratégie indo-pacifique dirigée par les États-Unis qui vise à contenir la Chine. Lors d'un appel téléphonique entre les deux ministres des Affaires étrangères mercredi, Wang Yi a déclaré que la stratégie était pleine de mentalité de guerre froide et visait à provoquer la confrontation. Le ministre chinois des Affaires étrangères a demandé à la Corée du Sud de rester sur la bonne voie. Parallèlement, Wang Yi a également appelé les deux parties à accélérer leurs négociations sur le libre-échange, ajoutant que Beijing soutiendrait les efforts visant à améliorer les relations entre Séoul et Pyongyang. Jung Hae-yong a souligné l'attachement de la Corée du Sud au principe d'une seule Chine. La Chine et la Corée du Sud marqueront 30 ans de relations diplomatiques en 2022. Loi sur la sécurité des données, loi sur les droits de timbre, les législateurs chinois ont adopté une série de nouvelles réformes jeudi. Pourquoi le comité permanent de l'Assemblée nationale populaire a-t-il décidé de les adopter? Que vont-elles vraiment changer? Les détails dans ce sujet. Le comité permanent de l'Assemblée nationale populaire a adopté une série de nouvelles lois jeudi après-midi, notamment la loi sur le port de libre-échange de Henan qui prévoit l'établissement des politiques et de systèmes institutionnels correspondants. Les législateurs ont également approuvé d'autres lois couvrant le commerce et les affaires économiques, notamment la loi contre les sanctions étrangères, la loi sur la sécurité des données et la loi sur les droits de timbre. Ils affirment que la nouvelle loi fiscale vise à simplifier de manière appropriée les taux d'imposition et à réduire également les charges fiscales pour la population du Henan. À l'occasion du centenaire de la fondation du Parti communiste chinois, l'ambassade de Chine en France a organisé jeudi 10 juin un colloque sur le thème « Passé, présent et futur du Parti communiste chinois ». Les intervenants ont également échangé sur les relations entre le Parti communiste chinois et le Parti communiste français, créé presque à la même période. Le 10 juin 2021, l'ambassade de Chine en France a tenu à Paris un symposium pour célébrer le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois. L'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, le secrétaire général du Parti communiste français, Fabien Roussel, et l'ancien directeur de la branche Asie-Pacifique du groupe EDF, Hervé Macheneau, y ont participé. L'ancien ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, et l'ancien vice-président de l'Académie des sciences sociales de Shanghai, He Tianhua, ont participé en visioconférence. Plus de 100 personnes de tout horizon issues des gouvernements chinois et français, de l'éducation, de l'économie, de la culture, des médias et des Chinois d'outre-mer en France ont participé au symposium en ligne. L'événement a été diffusé en direct sur les comptes Twitter et Facebook de l'ambassade de Chine en France. Les participants ont discuté des siècles de lutte et des réalisations remarquables du Parti communiste chinois, de la vision du Parti communiste chinois et des secrets de son succès en matière de gouvernance, des principaux changements, risques et défis que le Parti communiste chinois a connus. Ils ont aussi échangé sur les contributions et les initiatives du Parti communiste chinois à la paix et au développement dans le monde. Les participants ont échangé et répondu aux questions du public en ligne. Fabien Roussel a déclaré que la Chine a fait un bond énorme et qu'il n'y a pas d'équivalent à l'échelle de l'humanité.
Des liens forts unissent le Parti communiste chinois et le Parti communiste français. Ils possèdent des combats communs à l'échelle internationale, notamment restaurer le multilatéralisme. Il estime que la France ne peut pas s'écarter de la Chine. Pour Hervé Macheneau, l'âme du Parti communiste chinois puise ses racines dans la tradition plus que dans une idéologie étrangère. Elle a une vision holistique du monde. Hubert Védrine a ajouté que la Chine est confrontée à une gestion d'interactions dans le monde actuel. Le Parti communiste chinois a la responsabilité de l'évolution de la Chine et du bien-être de son peuple. L'ambassadeur Lu Shaye a souligné que ce n'est que lorsque le monde est bon que la Chine peut être bonne. Lorsque la Chine est bonne, le monde est meilleur. Le Parti communiste chinois a toujours été une force progressiste qui maintient la paix mondiale et promeut le développement mondial. La Chine est le pays avec le plus grand nombre de personnes en réduction de la pauvreté et sa contribution à la croissance économique mondiale est restée supérieure à 30% pendant de nombreuses années, devenant le principal moteur de la croissance mondiale. Le Parti communiste chinois propose de construire une communauté de destin pour l'humanité et de construire un nouveau type de relation d'État à État. L'initiative La Ceinture et la Route est devenue la plus grande plateforme de coopération internationale au monde. L'ambassadeur Lu Shaye a répondu aux questions des internautes sur les échanges entre le Parti communiste chinois et le Parti communiste français et le développement économique et social de la Chine. Les échanges étaient francs et les invités français ont tous adressé leurs chaleureuses félicitations à l'occasion du centenaire du Parti communiste chinois, soulignant les brillantes réalisations du peuple chinois dirigé par le Parti communiste chinois et souhaitant que la France et l'Europe approfondissent encore leur coopération. Et les invités français ont très bien parlé. Monsieur Roussel, je ressens qu'il connaît très bien la Chine. Il connaît très bien la Chine. Et les autres aussi, Monsieur Macheneau, Monsieur Védrine. Et je les remercie, je leur remercie sincèrement. Et je pense que c'est très utile, très important de faire ce genre d'échange pour que les peuples chinois et français se connaissent, se comprennent mieux et plus profondément. Et la connaissance et compréhension mutuelle, c'est la base de la coopération entre les deux pays. Oui. Tout à l'heure, lors du séminaire, M. Macheneau a dit que les Chinois connaissent mieux les Occidentaux que les Occidentaux connaissent les Chinois. Donc c'est un problème, c'est une question qu'on doit réfléchir. Oui. Comment résoudre ce problème-là? Oui. Comment faire pour que les Occidentaux connaissent mieux la Chine? Ouais. Il y a un mélange des genres qui n'est pas bon. C'est entre ceux qui veulent faire de la politique et qui aiment bien critiquer la Chine et la République populaire de Chine, mais qui, de l'autre côté, nouent des relations économiques avec la Chine et profitent quelque part de la Chine. Et moi, je n'aime pas cette forme d'hypocrisie. Et donc, il faut avoir aujourd'hui des relations saines avec la République populaire de Chine, avec son gouvernement, avec le Parti communiste chinois, des relations saines, de dialogue, d'échange, de coopération, dans l'intérêt mutuel de nos deux pays. Depuis 3000 ans, le système économique chinois est un système qui est à la fois public et privé. Ce qu'on est en train d'inventer en Europe, qui s'appelle le système public-privé, est quelque chose qui est pratiqué depuis très longtemps en Chine. Ce sont des très grosses entreprises étatiques qui, d'une certaine manière, font fonctionner des entreprises plus petites. Et donc le système économique chinois, c'est très compliqué de définir ce qui est public et ce qui est privé. Il y a un lien entre les deux parce que c'est lié au système sociopolitique. L'enjeu de l'intérêt collectif, l'enjeu de l'intérêt chinois l'emporte sur les intérêts particuliers, y compris dans le domaine économique. L'écologie est une des priorités du 14e plan quinquennal. Par conséquent, de nombreuses mesures sont prises pour réduire la pollution et les premiers résultats se font déjà ressentir. C'est le cas dans le fleuve Yangtze où la quantité de l'eau s'est grandement améliorée au cours des dernières années.
Selon Huang Ronqiu, le ministre de l'écologie et de l'environnement, la Chine a fait de grands progrès dans la conservation et la restauration de l'écosystème du fleuve Yangtze, à la suite d'efforts de grande envergure pour protéger la plus longue voie navigable d'Asie. En 2020, la qualité de l'eau dans toutes les sections surveillées du courant principal du Yangtze a ainsi été évaluée pour la première fois au niveau 2 ou au-dessus dans le système chinois d'évaluation des eaux de surface à 5 niveaux. Ce résultat peut être attribué à une série de mesures qui ont été adoptées l'année dernière afin de freiner les rejets de polluants dans le fleuve. Selon le ministre, 558 usines chimiques dangereuses situées dans des zones densément peuplées de la ceinture économique et du fleuve ont été modernisées ou déplacées. Toutes les installations de production de produits chimiques obsolètes dans les zones situées à moins d'1 kilomètre du cours principal du fleuve ont ainsi été fermées. La ceinture économique couvre 9 des 11 régions traversées par le cours principal du Yangtze, à l'exception de la province du Qinghai et de la région autonome du Tibet. Elle comprend également les provinces du Zhejiang et du Guizhou qui abritent des affluents du Yangtze. En plus d'améliorer la gestion des eaux usées dans les principaux parcs industriels, le ministère a également renforcé la gestion du secteur minier. Des travaux de contrôle de la pollution ont été achevés dans la plupart des bassins. Par ailleurs, le ministre a déclaré que les autorités ont globalement réduit l'ampleur de l'extraction illégale de sable dans le courant dominant du Yangtze grâce à une campagne lancée conjointement par divers organismes gouvernementaux, tandis que 2431 projets qui avaient envahi les rives du fleuve ont été arrêtés, ce qui a permis de restaurer 158 km de berges. Dans le même temps, le Yangtze a connu une nette amélioration du nombre d'espèces et de leur population grâce à un moratoire de pêche de 10 ans imposé à l'ensemble du bassin. Les espèces emblématiques du bassin, telles que le marsouin aptère du Yangtze, sont désormais plus fréquemment observées. Le moratoire a débuté en 2017 sur la rivière Zhuxiu, un affluent majeur du Yangtze dans le sud-ouest de la Chine, et a été progressivement prolongé. Depuis le 1er janvier, il couvre l'ensemble des cours d'eau naturels du fleuve. Et si c'était vous le prochain vainqueur du concours Pont vers le chinois, surnommé les Jeux olympiques de la langue chinoise, il consiste en une succession d'épreuves autour de la langue chinoise. Depuis 2002, cet événement a attiré 1,5 million de participants venant de 160 pays, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. Pour offrir aux jeunes apprenants du chinois en France une scène où exposer leurs compétences en chinois et créer une occasion d'échange, la présélection de la 20e session du concours Pont vers le chinois en France, organisée par l'ambassade de Chine, aura lieu en ligne sur Zoom le samedi 26 juin 2021. Étant un grand événement de compétition du chinois, le concours Pont vers le chinois pour les étudiants du monde a attiré 1,5 million de participants venant de 160 pays depuis 2002, dont près de 3600 apprenants qui ont réussi les présélections régionales et nationales, étaient sélectionnés pour participer à la finale mondiale. Ce concours est apprécié par les apprenants du chinois du monde entier et est réputé comme étant les Jeux olympiques de la langue chinoise. Cette année, le thème du concours est Un monde, une famille. Le concours se compose de 3 parties, un discours sur le thème du concours, une prestation artistique selon les talents personnels des candidats et enfin une petite série de 4 questions. Les enseignants qui ont recommandé les participants se voient décerner un prix de remerciement. Les étudiants participant aux épreuves de la finale mondiale en ligne peuvent eux recevoir une bourse pour aller étudier en Chine, attribuée par le Centre d'enseignement des langues et de coopération internationale, valable pendant 3 ans. Et on termine ce journal avec une trouvaille archéologique. Des vestiges d'un castel de la Grande Muraille ont été découverts dans le nord-ouest de la Chine. Selon l'Institut d'archéologie de la province, ces ruines dateraient de la dynastie des Ming. Les ruines d'un castel de la Grande Muraille datant de la dynastie des Ming ont été mises au jour dans le Shaanxi, c'est ce qu'a annoncé mardi l'Institut d'archéologie de la province. Des reliques architecturales ont été identifiées dans les vestiges du castel de Qingpingbao, situé dans le district de Jingbian à Yulin. La cour du côté sud est relativement grande avec 60 mètres de long et 25 mètres de large. Ses murs, maisons et sols en briques sont eux bien conservés. Les archéologues
archéologues ont également déterré une stèle dans la cour. Selon l'inscription qui s'y trouve, la cour serait le site d'un temple appelé Palais Xiangying. Plus de 30 statues en argile peinte ont également été trouvées. L'autre cour est le site des restes d'un bâtiment plus grand à l'est du palais Xinjiang. Une base restante de 12 mètres de long et 3 mètres de haut a été découverte ici. Les restes du castel ont été retrouvés dans un fossé en terre à partir duquel les villageois locaux ont prélevé de la terre pour construire une route en avril de l'année dernière et les travaux d'excavation de sauvetage ont commencé le mois suivant. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très bon week-end à tous sur Mandarin TV.